Merci beaucoup. Donc nous allons, après nous être interrogés sur les limites et les nouvelles frontières de l'humain, avec nos trois intervenants précédents que je remercie, nous allons maintenant nous intéresser aux transformations de notre milieu. Alors on avait envisagé d'avoir à la fois des interventions sur les transformations de notre milieu physique, avec Robert Vautard et avec Hélène Le Thénault, et puis aussi les transformations de notre univers virtuel, avec Aurélien Fache. Mais Aurélien Fache, il a été rattrapé par un virus très physique, et donc qu'il a fait l'amabilité de ne pas amener avec lui ici ce matin, et donc il ne sera pas là. Donc on va avoir une séquence qui va avoir peut-être plus d'unité de fait, et qui va nous permettre donc de travailler un petit peu plus en profondeur sur les transformations de nos écosystèmes, dont François Bourse nous a rappelé ce matin que dans l'enquête prospective à laquelle vous avez répondu, vous avez été très nombreux à considérer que c'était la problématique majeure, et donc la problématique dont il faut aujourd'hui qu'on se préoccupe. Donc pour l'aborder, nous allons avoir une intervention donc, de Robert Vautard, qui est directeur de recherche au CNRS, météorologue et climatologue à l'Institut Pierre et Simon Laplace, et qui va commencer par nous présenter comment peut évoluer l'habitabilité de la Terre dans une planète qui pourrait être demain plus chaude de 2 degrés, donc qui pourrait être à l'horizon de 2050 plus chaude de 2 degrés. Et puis ensuite, nous nous tournerons vers Hélène Le Thénault, qui est directrice du groupe SOS Transition écologique, et qui, elle, nous expliquera ou tentera de nous expliquer comment est-ce que nous pouvons essayer de vivre davantage en harmonie avec notre milieu, d'une part pour essayer d'atténuer les transformations de nos écosystèmes, et puis aussi, sans doute aussi, pour nous y adapter. Donc Robert Vautard, merci de venir prendre ma place pour donc, le premier exposé sur quels espaces habitables demain sur une planète plus chaude de 2 degrés. Merci beaucoup. Voilà, merci. Bonjour à toute l'audience. Merci à vous d'être venus. Je vais essayer d'aborder cette question qui est très complexe. Personnellement, je suis mathématicien de formation, météorologue puis climatologue. Et cette question de l'habitabilité de la planète, elle est une question qui est d'abord effectivement tient aux contraintes qui vont être données par le climat, mais aussi et surtout par les politiques qui vont être mises en place, et puis avec un ensemble de facteurs qui sont bien différents que celui dont je vais parler principalement, qui est le climat. Alors, j'imagine que c'est le bouton rouge qui va me faire passer les... C'est le bouton vert, donc c'est plutôt celui-ci, voilà, que je ne me trompe pas. Donc voilà, la question de l'habitabilité, finalement, elle a été posée très clairement et très directement à la COP 21, donc et même avant, lorsque nombre d'États, en particulier les petites îles, se sont posé la question du futur de leur terre et de la façon dont cette terre allait évoluer par rapport aux mers, par rapport aux surfaces habitables, etc. Or, donc, il est impossible finalement de faire l'impasse de vous parler du rapport à 1,5 degré, parce que c'est ce rapport à 1,5 degré hein, dont je rappelle la question principale qui a été posée par les Nations Unies lors de la COP 21, qui était finalement qu'est-ce que signifie réellement en termes de vivabilité le 2 degrés, et même une centaine d'États ont demandé à ce qu'on étudie, à ce que les scientifiques étudient ce que signifie un climat 1,5 degré plus chaud que l'ère pré-industrielle. Donc, je veux rappeler que nous sommes aujourd'hui, donc en 2018, avec un climat 1 degré plus chaud que dans sa forme naturelle pré-industrielle, donc plutôt du 19e, 18e siècle, et que ce degré plus chaud est amené à évoluer. On le voit très bien sur cette courbe. On est aujourd'hui en 2018, il y a une barre qui sépare. En fait, le rapport mentionne 2017, et le rythme actuel de réchauffement, s'il se poursuit,
amène à un climat 1,5 degré plus chaud aux alentours de 2040 et 1 degré et 2 degrés plus chaud un petit peu plus tard, un petit peu après la moitié du XXIe siècle. Donc il est très important d'avoir conscience de ce que ça signifie en termes de temporalité. 1,5 degré, c'est dans 20 ans. Si l'évolution des températures ne se modifie pas. Bien entendu, pour arriver à stabiliser le réchauffement climatique, le rapport dit aussi qu'il faut des transformations drastiques dans tous les secteurs et qu'aucune loi physique ne rend impossible ces transformations, mais bien sûr que la volonté politique et la volonté citoyenne, hein, je ne détache jamais les deux, les politiques suivront les citoyens, en tout cas dans les démocraties, et donc il est important que les messages viennent des citoyens. Donc le rapport à 1,5 degré montre aussi finalement quels sont les systèmes qui vont être impactés par le changement climatique à 1,5 degré, à 2 degrés ou plus. Donc là, il se focalise, ce rapport, sur les petits réchauffements, parce qu'on sait aussi qu'aujourd'hui, avec les promesses des États, on n'arrive pas à 2 degrés de réchauffement, on arrive plutôt à 3 ou 4 degrés de réchauffement. Donc il est quand même important de savoir ce que ça signifierait, et ce rapport a fait la revue d'un travail extrêmement exhaustif et important, 6000 publications, qui ont été faites, qui ont été incitées par le fait qu'il y aurait ce rapport pour étudier des impacts très divers et très nombreux. Il y a de nombreuses publications qui sont sorties dans les 2 dernières années pour étudier tous les systèmes impactés, même avec des petits réchauffements. Et il donne un formidable tour d'horizon sur ces impacts, et on voit aussi que la Terre est déjà très très fortement impactée. Alors en fait, ce que montre ce graphique, c'est sur les principaux systèmes terrestres. Alors il y a différentes formes de ce graphique, on parle des raisons de s'inquiéter, etc. Mais ce sont les systèmes et leur degré et la menace, les risques qui pèsent sur ces systèmes à différents degrés de réchauffement. Donc à gauche, par exemple, nous avons les systèmes les premiers impactés, les publications le montrent, ce sont les coraux tropicaux et les coraux des eaux chaudes qui vont trinquer en premier. Ensuite, on a un ensemble de systèmes qui peuvent être impactés très fortement aussi, très rapidement. Les côtes, toutes les régions côtières. Les régions arctiques, bien sûr, sont déjà très fortement impactées. On le voit à 1 degré, on est déjà dans le orange-rouge. Je vous épargne le code de couleur, mais il est clair que plus on va vers le rouge-violet, plus les menaces sont grandes. Les régions arctiques, les régions côtières, les systèmes autour des fleuves et des rivières. L'agriculture commence, on voit déjà des impacts importants sur l'agriculture, et ces impacts vont se poursuivre très fortement. Et puis aussi, de nombreux papiers sortent aujourd'hui sur les impacts sur la santé, qui sont complexes, parfois directs par la chaleur, ou parfois très indirects par les maladies à vecteurs ou même les impacts sur la santé mentale. Donc de nombreuses études sortent en ce moment, c'est un gisement terrible de science, très, très important. Une étude, par exemple, est sortie lundi dernier, montrant les impacts, enfin pas les impacts, mais regardant un petit peu quels sont les aléas. Alors là, ce n'est pas à 2 degrés, mais c'est plutôt dans 100 ans avec différents scénarios, mais quels sont les impacts principaux, les aléas principaux qui vont être modifiés par le changement climatique. Et lorsqu'on les cumule, on a finalement une assez bonne, j'ai choisi cette image principale, alors qui est discutable la façon dont les aléas sont cumulés sur la Terre, mais qui montre finalement assez bien la question de l'habitabilité sur la Terre. Quelles sont les régions les plus durement touchées? Ce sont les régions tropicales, ce sont les régions côtières, ce sont les régions arctiques,
avec tous les problèmes socio-économiques que cela pose, avec différents types d'augmentation de fréquences, de vagues de chaleur, de tempêtes ou cyclones, etc., etc. Donc on a un assez bon panorama. Alors bien sûr, on peut discuter de la méthodologie, mais cet article a vraiment le mérite de donner un panorama global et on va beaucoup s'appuyer dessus sur nos travaux. Voilà. Alors si on regarde à une échelle plus proche de la nôtre, plus régionale, on parle de l'Europe. Donc le réchauffement en Europe, eh bien, il va toucher principalement l'hiver, il va toucher toute l'Europe, mais avec des phénomènes d'amplification en hiver plutôt sur les régions arctiques et en été sur les régions méditerranéennes. La Méditerranée et les pourtours de la Méditerranée sont une région qui nous inquiète énormément pour le futur. Elle se réchauffe plus vite que le réchauffement global, elle se réchauffe plus vite que l'Europe à cause de phénomènes en été, en particulier d'amplification entre la chaleur et la sécheresse. Et la question de l'accès à l'eau, aux ressources en eau, l'accès à l'énergie, les phénomènes extrêmes en Méditerranée, les pollutions, mises tout ensemble, donnent une situation qui est, même pour 2 degrés de réchauffement, problématique pour le futur. En hiver, en ce qui concerne les précipitations, donc, plus de précipitations au nord de l'Europe, moins de précipitations au sud, avec donc des gradients entre le nord et le sud qui s'accentuent et des phénomènes de sécheresse. Et on le voit sur ce graphique où la France est très touchée par les phénomènes de sécheresse, même avec 2 degrés de réchauffement. Pour donner un exemple, on a beaucoup étudié la vague de chaleur, qu'est-ce qu'elle signifie pour le futur, et on passe régulièrement en revue d'autres phénomènes extrêmes. Donc en 2003, on a une vague de chaleur dont peut-être les plus jeunes d'entre nous n'ont pas connu, mais aujourd'hui on est quand même beaucoup à les avoir vécus. 2003 se reproduit 6%, a une probabilité de 6% de se reproduire dans un climat 2 degrés plus chaud et 40% dans un climat 3 degrés plus chaud. Dans un climat encore plus chaud, 4 degrés, 5 degrés, 2003 devient un été normal ou froid. Le rapport à 1,5 degré étudie une multitude d'impacts. Je mets un exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres, sur des secteurs auxquels on ne pense pas forcément, mais le tourisme d'hiver. J'ai eu l'occasion de discuter, par exemple, avec des maires dans les Cévennes qui pensent à transformer leur station, parce qu'il y a essentiellement plus beaucoup de neige, peut-être pas aujourd'hui, il se trouve qu'il y en a, mais dans le futur, la viabilité de certaines activités peut être mise en cause, particulièrement en dessous de 2000 mètres. Voilà, donc des impacts déjà présents. Je voudrais signaler un phénomène qui est important. On sait aujourd'hui quantifier sur l'Europe, et la vague de chaleur de 2017 sur l'Europe du Sud nous a particulièrement intéressés parce qu'on a pu montrer par des méthodes statistiques et des modélisations que dans un monde naturel sans changement climatique, elle n'aurait quasiment, alors le zéro c'est 0, quelque chose, mais n'aurait quasiment pas pu se produire les températures qui ont été observées, alors que dans le climat actuel, c'est environ, on estime la période de retour à un été sur 10, dans un climat de 1,5 degré plus chaud, un été sur 4, et dans un climat à 2 degrés, c'est à peu près un été sur 2. Une sécheresse terrible sur les régions françaises, mais aussi espagnoles, italiennes, avec des récoltes viticoles extrêmement touchées par cette sécheresse. Voilà. Les pluies fortes, donc les exemples se multiplient. Les pluies fortes qui ont eu lieu en mai 2016 et qui ont donné lieu à une crue de la Seine très importante, on a pu montrer par ces méthodes et ces modèles que ce type d'événement est déjà 2 fois plus probable aujourd'hui avec le changement climatique que sans, et que ça va Voilà. Donc il y a beaucoup d'autres sujets, et en conclusion, ou presque conclusion,
je crois que bon, j'ai pas insisté sur les actions à mener, c'était pas l'objet de mon exposé, mais on va faire face à de nombreux impacts et qui vont nécessiter une adaptation indispensable. Donc cette adaptation, elle est, certains y pensent déjà, mais c'est un sujet qui est peut-être qui a été un petit peu oublié, mais qui est indispensable et urgent également. Donc ce sujet nécessite, avant tout, c'est une recherche totalement interdisciplinaire, et non seulement interdisciplinaire, mais aussi interprofessionnelle. Il est absolument impératif que les différents acteurs de terrain et les scientifiques commencent à travailler ensemble pour apporter des solutions à cette question d'adaptation. Il y a des initiatives qui commencent à apparaître un petit peu partout, et c'est pour ça que dans le monde, on développe, les climatologues essayent de développer ce qu'on appelle les services climatiques co-construits. Je vous donne un petit exemple de ce que, par exemple, nous avons pu mettre en place et qui se poursuit aujourd'hui. C'est finalement attaquer des questions dans le domaine de l'énergie. Les énergéticiens ont besoin pour leur transition de connaître un petit peu mieux le climat. Les ressources énergétiques vont être dans le futur de plus en plus soumis aux aléas climatiques, ressources éoliennes, hydro, etc. La variabilité, la question du transport de l'électricité, qui elle-même, lui-même est impacté par le changement climatique de différentes façons, d'abord par la variabilité, mais aussi par la température. Simplement, il y a une perte de rendement lorsque les températures augmentent, etc. Il y a de nombreux autres cas d'études, je n'ai pas le temps de les détailler, mais c'est ce qu'on essaye de développer, c'est cette recherche transdisciplinaire, transprofessionnelle, et qui, à mon avis, doit prendre de l'essor. Merci beaucoup. Merci beaucoup Robert Votard pour cette présentation tout à fait éclairante. Et on va laisser maintenant, vous avez introduit finalement la question qu'on va poser à Hélène Le Thénault, qui va maintenant prendre le micro, qui est la question de qu'est-ce qu'on peut faire face à ces différents changements, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui essayer d'œuvrer et de faciliter, alors non seulement les processus d'adaptation à ce climat et à cet environnement changeant, mais aussi les différents processus que l'on peut mettre en place pour essayer de faire en sorte que nos activités soient peut-être un peu plus en phase avec nos écosystèmes. Hélène Le Thénault, donc c'est à vous. Merci beaucoup. J'ai été, avant de venir aujourd'hui, inspirée par le titre. Et je vais essayer de m'y rattacher parce que le sujet est tellement vaste. Les nouvelles frontières des espaces habitables. Avant de rentrer dans le contenu, donc, je voudrais juste préciser d'où je parle. Donc, contrairement à l'intervenant précédent, moi je ne suis pas dans l'univers académique, mais je suis dans un univers hybride économique qui est celui de l'économie sociale au sein du groupe SOS. En 2 mots, on est 17 000 collaborateurs, le groupe a 35 ans et on essaye, et je dis bien on essaye, de mettre l'efficacité économique au service de l'intérêt général. Et donc face à tous les enjeux qui ont été présentés, la question qu'on se pose, c'est comment on peut, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, développer une économie qui soit compatible avec le monde qu'on va avoir. Comment on va pouvoir habiter cette planète, et dans habiter cette planète, il y a se nourrir, se loger, se déplacer demain. Avoir un petit peu d'énergie pour se chauffer en hiver, etc. Donc des questions qui paraissent au départ extrêmement simples sur les besoins fondamentaux de l'humanité, mais en réalité de plus en plus complexes puisque nous sommes ici, tous, aujourd'hui en tout cas, sur cette planète. Je vous ai mis une citation qui est celle de ce que Thomas Pesquet, le spationaute, a dit quand il est revenu de son voyage dans l'espace. Il a dit « Voir la planète, prendre du recul, cela permet d'apprécier sa fragilité et on n'a pas conscience à quel point l'atmosphère s'émince et à quel point on est capable d'abîmer la Terre et à quel point il faudrait la protéger. » Bon, prendre du recul par rapport à ce qu'on fait chaque jour, c'est effectivement peut-être la première chose indispensable, c'est prendre la mesure, écouter les informations scientifiques qu'on vient d'avoir, les intégrer dans nos choix, dans tous nos choix du quotidien, dans nos choix professionnels, dans nos choix politiques, peu importe, dans tous nos choix, et les ressentir. Et finalement, c'est peut-être le plus dur, c'est de s'être coupé abondamment de ce qu'on peut ressentir face à ça. Une planète, la vie, le vivant, l'humanité.
d'être en permanence plongé dans des réflexions d'efficience, d'efficacité opérationnelle, de prise de décision rapide, et donc à peu près le contraire de ce dont on aurait besoin, qui est de ralentir et de réfléchir pour agir différemment. Face à cette urgence éventuelle, est-ce que la première chose à faire, ça ne serait pas finalement de s'asseoir, de se poser, de ressentir et de réfléchir? Je pense que oui, c'est largement insuffisant, on est bien d'accord. Mais néanmoins, je voulais vous montrer cette photo pour dire qu'une planète habitable, demain, c'est une planète où on aurait peut-être laissé notre cerveau et nos sentiments nous informer un peu sur ce qui va se passer. Alors, ce qui va se passer, au-delà des impacts colossaux du changement climatique, c'est comment on va vivre dans un monde à l'ère de la rareté en ressources, puisque notre économie, aujourd'hui, elle est fondée sur un modèle extractif, d'autres diraient prédateur, qui est une production, fonction en économie, et vous le savez, du capital et du travail, et on a bien souvent oublié le troisième facteur productif, des ressources naturelles. Pour produire ça, il a fallu du capital, une usine, du travail et des ressources naturelles. Le fait de ne pas avoir intégré le facteur ressources dans l'équation de production fondamentale au niveau microéconomique et macroéconomique est une catastrophe globale qui fait qu'on n'a pas la bonne paire de lunettes sur le nez et qu'on ne se rend pas compte, ou si on se rend compte, on ne l'évalue pas, qu'on a une économie qui est en train de ravager le stock de ressources naturelles. Pour ceux que ça intéresse, lisez les papiers de l'économiste en chef, par exemple, des Nations Unies, sur l'effondrement du capital naturel par tête. Donc on est de plus en plus nombreux et le stock de capital naturel baisse, mais baisse à une vitesse tout à fait préoccupante. Alors cette courbe, d'aucuns sans doute la connaissent, elle est issue des travaux du Club de Rome, du rapport initial de Meadows dans les années 70, réédité plus récemment et qui nous montre les courbes prédites à l'époque et les courbes observées désormais, entre le stock de ressources naturelles qui baisse, une population qui croît et un niveau de vie par habitant qu'on peut transcrire par nourriture par habitant, services par habitant, production industrielle par habitant qui monte jusqu'à un certain point, jusqu'à un point de bascule où il n'y en a plus. Voilà. Et le il n'y en a plus, c'est quand? C'est là. C'est aujourd'hui à peu près. Alors on est d'accord que ce sont des modèles avec des courbes lisses et que la réalité n'est pas faite de courbes lisses. Néanmoins, ça nous imposerait une bascule mentale immédiate qui est, on est entré dans le monde de la rareté, il faut se le dire. Quel avenir, quel espace habitable, quelle économie dans ce monde de la rareté? Forcément très différent de l'économie qu'on a connue sur les 50 ou les 100 dernières années. Un monde par ailleurs extrêmement perturbé par tout ce que tu as très bien présenté sur les conséquences du changement climatique. Mais au-delà des conséquences désastreuses, énormes, difficiles à gérer du changement climatique, il y a tout simplement les conditions de vie sur cette planète. Il faut se poser. Avec quoi on va produire notre alimentation si les terres arables sont peu disponibles ou en mauvais état? Et si on n'arrive plus à fabriquer de tracteurs? Enfin, je pourrais donner d'autres exemples. Avec quoi on va habiter la planète? Avec un stock de ressources non renouvelables qui s'amenuise fortement. Bon, alors je vous ai mis un petit dessin pour ceux qui n'aiment pas les schémas, que j'aime beaucoup. C'est cette sensation de rétrécissement de la planète, donc dans Le Petit Prince. Alors, dans Le Petit Prince, il n'est pas présenté pour ça, mais si on essaye de faire ressentir ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est la planète est toute petite puisqu'on peut la parcourir en avion en 24 heures, ça n'y a pas de problème. Et elle se rétrécit parce qu'en réalité, le stock de capital naturel fond à vue d'œil. Donc on a développé d'énormes baobabs qu'on pourrait appeler l'économie moderne, industrielle et productive sur une microscopique planète qu'on est en train d'étouffer. Voilà. C'est pas glorieux, hein. Je pense que c'est... Voilà. En tout cas, ça demanderait une réflexion intense et surtout quoi faire une fois qu'on en est là. Alors, en 3 images, on tourne autour du concept d'anthropocène qui a été posé notamment, et pas seulement, par le prix Nobel Paul-Joseph Crutzen en 1995, qui est une nouvelle période géologique qui aurait débuté au XIXe siècle et qui est caractérisée par l'influence majeure de l'homme sur l'écosphère, qui serait prédominante. On fait des trous, on creuse des mines, on transforme les terres arables en désert, on met du plastique dans le plancton, c'est la photo en bleu, donc des microparticules de plastique dans le plancton. On modifie la composition du plancton, qui est à la base de la chaîne alimentaire. Bref, on a une influence majeure sur Terre et dans l'eau, partout, et dans les airs. Cette ère, combien de temps elle va durer, puisque le sujet c'était les nouvelles frontières des espaces habitables et peut-être un horizon 2050. Aujourd'hui, comme la courbe précédente l'attestait, je pense qu'on est à des points de bascule qui sont extrêmement forts. Et puis, un élément complémentaire, au-delà des ressources, qui sont une vision très quantitative de ce que les écosystèmes peuvent nous offrir, ressources minières, ressources en énergie fossile,
Vous le savez sans doute, mais c'est toujours bon de le rappeler, nous sommes en plein dans la 6e extinction massive de biodiversité. Comme on est en ville, on ne l'aperçoit pas trop, mais dès qu'on est à la campagne, on l'aperçoit très bien. Qu'est-ce qu'on perçoit? On perçoit un effondrement des populations d'insectes et d'oiseaux volants, moins 80% en 20 ans en Europe de l'Ouest. Bon, si on baisse encore un peu, on arrive à 0, hein, c'est pas très dur. Pour des raisons multiples, intercroisées, modification des habitats de ces espèces, surexploitation de la biodiversité, changement climatique bien sûr, pollution chimique et espèces invasives. La somme de tout ça fait que nous sommes en pleine extinction massive du vivant sous toutes ses formes, depuis les vers de terre dans le sol, jusqu'aux oiseaux qui volent au-dessus du sol, on pourrait en citer de nombreuses. On pourrait tout de suite se fermer les yeux et dire pas de problème, on va trouver des solutions rapides. Je ne suis pas bien sûre qu'il faille se dire ça. Je pense qu'il faudrait se questionner profondément sur notre rapport aux formes de vie et aux vivants. Voilà. Et donc, du coup, ça m'amène à notre rapport avec le vivant et les écosystèmes. Est-ce qu'on en a une lecture qu'on a pu avoir dans les siècles ou les millénaires passés, qui est une lecture magique ou sacrée? Est-ce qu'on essaye d'avoir une pensée qui est les écosystèmes sont notre maison commune, et donc écologie, ça vient de oikos logos, une maison commune à habiter, intelligemment ensemble si possible, ou est-ce qu'on en a une lecture de ces écosystèmes qui est une lecture utilitariste, qui est les écosystèmes nous rendent des services aujourd'hui gratuits? Bon, ces écosystèmes, je vais juste présenter le schéma, ceux qui souhaiteraient le voir s'ils ne le connaissent pas, c'est le schéma de la classification des services fournis par les écosystèmes, schéma qui a été produit par le Millennium Ecosystem Assessment il y a quelques années déjà. Des services d'approvisionnement, de régulation, et y compris des services culturels, esthétiques. Il est bon de vivre sur Terre, il est agréable d'aller se promener dans la campagne ou la forêt. Éventuellement, ça crée des activités touristiques, d'ailleurs. Ça peut être une base pour des activités économiques. Tant que tout va bien et que les écosystèmes sont en bon état, ça nous apporte du bien-être. Si on démolit les écosystèmes, eh bien, notre sécurité matérielle, alimentaire, notre sécurité tout court et notre santé sont mises à mal. Donc, quel futur possible? Comment assurer les fonctions vitales pour le plus grand nombre? Je pense, en complément de ce qui a été dit, que ça n'est certainement pas une affaire uniquement politique ou citoyenne, ou les deux, que ça nous imposerait de réfléchir à une économie possible, viable, qui prenne soin de la terre et des hommes. Bon. Avec une grande caricature, on peut dire qu'aujourd'hui, on a une économie qui est extractive en ressources et qui donc amenuise le capital naturel. Est-ce qu'il existera une économie demain dont le cœur de modèle, ce serait de créer de la valeur et des emplois en prenant soin de la terre et des hommes? Alors, au départ, on se dit, mais comment ça s'incarne? Je vais essayer de donner des exemples. D'aucuns diraient, est-ce qu'il existerait un capitalisme d'intérêt général? Rien que le mot mériterait d'être défini. Je vous invite à lire un livre qui porte exactement le même nom, qui s'appelle « Pour un capitalisme d'intérêt général », qui serait radicalement différent, et radicalement au sens du mot racine, c'est-à-dire qui préserve 3 capitaux, le capital financier, naturel et humain. Faute de quoi, si on n'essaye pas de se mettre sur ce chemin-là, on a plein de scénarios prospectifs divers. La poursuite de la société technicienne, je pense que de nombreux penseurs ont déjà mis assez de garde-fous pour nous dire à quel point c'est peut-être pas un chemin tout à fait souhaitable, ou en tout cas c'est un chemin qui ne met pas en valeur notre humanité. Je vous citerai aussi ce que dit Toynbee, qui est un historien passionnant, qui dit « Les civilisations meurent par suicide et non par assassinat ». Donc je ne suis pas en train d'assassiner la société technicienne, je suis en train de dire que ça n'est peut-être pas le bon chemin. Des crises et des conflits, des événements climatiques désastreux, une robotisation et l'intelligence artificielle qui elle-même demande une intensité en énergie et en matériaux qui n'est pas compatible avec la limite des ressources physiques. Essayer d'aller vers d'autres planètes, pourquoi pas, ou essayer de transformer l'homme tel qu'il est aujourd'hui en un vrai homo sapiens qui pense un peu mieux. Bon, enfin, il y a plein de chemins possibles. Moi, je vais commenter uniquement le premier à travers quelques exemples. Alors, ça fait 10 ans que je cherche des clés d'entrée dans la transition pour essayer d'arriver à trouver un chemin de transition. Et heureusement, je ne suis pas la seule. Je ne sais pas si j'ai trouvé les bonnes solutions. Et donc, on a réuni l'année dernière une communauté d'entreprises sociales écologiques. Vous avez des photos. Et on a essayé de mettre noir sur blanc des exemples, pas des modèles, mais des exemples en tout cas, qui peuvent inspirer d'entreprises sociales écologiques qui essayent de créer des emplois en prenant soin de la terre et des hommes, dans un certain nombre de domaines bien précis, afin de répondre aux besoins fondamentaux qui sont se nourrir, se loger, se déplacer un peu. Alors, quelle économie pour demain?
On peut difficilement penser l'économie sans se poser la question de la plus petite unité économique, l'agent économique, à l'échelon individuel. Qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise ou une société. Il n'y a pas de définition de l'entreprise dans le Code civil, il y a une définition de la société qui date du Code civil, qui a été remise à jour 2 fois et qui est aujourd'hui dans l'article 1832 du Code civil. C'est la mise en commun de capital de départ par des associés pour en tirer des bénéfices. Point. Tant qu'on ne fait pas évoluer cette définition de l'entreprise, on ne fait pas évoluer l'objectif et la mission de la plus petite unité économique. Voilà. Et donc, on n'y arrive pas. Et donc, il y a des nouvelles définitions intéressantes, celle de l'entreprise sociale en 2004, celle de l'entreprise à mission dans la loi Pacte en 2008. Là, c'est le contexte français. On n'est pas les seuls sur Terre. Aux États-Unis, donc l'entreprise à mission s'appelle Public Benefit Corporation. Il y a des signaux qui sont plus que des signaux faibles, qui disent que les juristes essayent de réinventer une définition de l'entreprise éventuellement compatible avec les limites et l'ère de la rareté. Je dis bien éventuellement compatible dans ce monde. Et que ces entreprises sont caractérisées par des modèles économiques hybrides, des recettes marchandes et des flux de revenus liés à la préservation ou à la régénération du capital naturel. Faute de quoi on n'y arrive pas. On peut se dire tout va passer par le prix du produit et il n'y a qu'à vendre des légumes bio et tout le monde va acheter des légumes bio. Aujourd'hui, ça ne marche pas. C'est un exemple très simple, actuel, de comment on peut ou pas développer, par exemple, une agriculture écologique en phase avec les limites de la planète. Mais sans doute pas que par le prix. Et donc, il faut accepter de déployer des modèles économiques hybrides. Il faut innover en termes juridiques, en termes sociaux, techniques, bien sûr, et en termes numériques et comptables. Et ça, j'en parlerai juste après. On se heurte à quoi dans ce chemin éventuel de transition pour être dans un monde habitable demain? On se heurte à énormément de freins et à des systèmes verrouillés, comme toujours, quand on essaye de faire des choses nouvelles. Et pour essayer de débloquer ces freins, il y a plusieurs leviers que je présente ici. Réinventer la comptabilité à l'ère de la rareté. Ce sont les travaux de Jacques Richard, qui est un professeur émérite à Dauphine et qui travaille sur la comptabilité en triple capital. Réinventer le design des organisations. Au lieu de designer des pyramides et des entreprises industrielles majeures de 100 000 personnes, on pourrait peut-être designer des organisations holomidales. Pour ceux qui voient à peu près ce que c'est des organisations en réseau, maillées à petite échelle. On peut travailler sur l'ancrage territorial des entreprises, on peut travailler à des nouveaux schémas de financement de cette économie, et on peut utiliser les sciences molles. Dans sciences molles, j'ai mis beaucoup de choses, et le mot n'est pas flatteur, et je ne veux vexer personne avec sciences molles, mais on peut utiliser néanmoins tout ce qu'on commence à savoir sur les neurosciences et le fonctionnement du cerveau. Et là, c'est extrêmement intéressant, c'est de dire que pour accélérer cette nouvelle économie, comment on facilite la prise en main de cette nouvelle économie et les changements de comportement effectifs, plutôt que d'asséner des vérités ou des exemples. Alors, des besoins et des leviers fondamentaux dans cette planète difficilement habitable demain, ça consisterait au moins à se nourrir et à se loger, si possible, avoir un toit au-dessus de sa tête. Donc je l'ai dit, c'est quelles sont les entreprises capables de le faire. Peut-être des exemples que je ne vais pas détailler, que vous pouvez retrouver en ligne sur un site qui s'appelle Entreprise sociale écologique, si vous souhaitez le regarder. Ces exemples ne sont pas que des entreprises issues de l'économie sociale. Je ne voudrais pas me faire l'avocat unique de cette économie. Il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises familiales qui se posent des questions de moyen terme, à juste titre, et qui essayent de faire des virages stratégiques extrêmement intéressants. C'est pour ça que je vous ai mis des entreprises comme Locke Maria Biscuit ou Midica, qui sont des entreprises familiales qui se réinventent. Donc des pépites qui donnent l'idée que peut-être c'est possible, heureusement, il y a des chemins de transition possibles. Je vais finir plus ou moins par ça, avant le mot de conclusion, c'est si on s'est trompé de chemin, si on a pris un chemin un peu bizarre qui nous conduit dans l'effondrement du vivant et l'explosion de la planète, ou en tout cas dans une condition de vie difficile pour nous, c'est peut-être qu'on n'avait absolument pas la bonne paire de lunettes sur le nez depuis 2 ou 3 siècles. Donc cette paire de lunettes différente, c'est celle que propose Jacques Richard, qui est en photo ici, qui est de dire notre économie aujourd'hui, elle cherche à maximiser le retour sur le capital investi notamment. Et aujourd'hui, elle n'inclut pas les 3 capitaux, financiers, naturels et humains. C'est-à-dire qu'on considère qu'une entreprise dégage des bénéfices, même si elle détruit le capital naturel. Jacques Richard nous dit, en réalité, ça s'appelle des dividendes fictifs. Bon, c'est une réflexion conceptuelle intéressante, seulement lui l'a mise en pratique en définissant des référentiels de comptabilité en triple capital, qui sont fondés sur un principe fort, dit de soutenabilité forte, de non-substitution des capitaux entre eux.
On peut avoir le plus beau tracteur, s'il n'y a plus de carburant à mettre dedans, ça ne sert à rien. On peut avoir le plus grand champ, s'il n'y a plus d'abeilles pour polliniser, ça devient difficile, et on se retrouve à mettre des Chinois avec des plumeaux pour polliniser des poiriers, ce qu'ils font. Donc, on peut dire qu'il y a une légère substituabilité des capitaux entre eux, mais elle est très faible en réalité. Donc, aujourd'hui, ça ne percole pas ou très difficilement dans l'univers économique de dire ça. Néanmoins, pour ceux qui souhaitent le faire, c'est possible. Il commence à y avoir des référentiels pour y arriver. Donc, lui nous dit qu'il est urgent de compter ce qui compte pour essayer de conserver ce qui est capital. Et dans ce qui est capital, il y a bien entendu le capital naturel. Pour conclure, pourquoi on en arrive là ? Et pourquoi on est en train de continuer à pédaler là-dedans, sur cette planète, pour deux facteurs liés à la fois à la psychologie de l'individu et à son organisation sociale. Le premier, c'est la minimisation consciente des risques environnementaux. Je ne veux pas savoir que ça va mal. Je ne veux pas entendre ça. Alors, elle est bien logique, c'est un principe de déni face à tout ce qui est un peu désagréable. Et surtout, il y a énormément de travaux de recherche qui disent à quel point cette minimisation consciente, elle est accrue au sein des élites et des décideurs, malheureusement. C'est quelque chose qui me frappe toujours, c'est qu'on a accès à énormément d'informations, et indépendamment de l'accès à cette information, la minimisation consciente des risques environnementaux est massive aux échelons de décision. Le deuxième facteur bloquant, c'est le fait qu'on est dans des systèmes socio-techniques et socio-économiques verrouillés, où tout le monde se tient par la barbichette et c'est très difficile de faire des brèches là-dedans et d'en sortir par le haut. Et donc là, ça nous dit aussi que tout n'est pas de l'ordre de la responsabilité individuelle et que c'est très difficile tout simplement d'essayer de bouger et de faire autre chose. Pour réinventer les systèmes, je vous invite à lire Donella Meadows, cette fois, qui a fait d'excellents travaux sur comment réinventer des systèmes, certainement pas par la fiscalité, l'écotaxe, certainement pas par des normes et des règlements, mais par le changement de paradigme. Donc elle a travaillé sur les 12 points de bascule des systèmes verrouillés, c'est passionnant. Bon, alors je vous redis, les sociétés meurent par suicide et non par assassinat. Donc de toute façon, il y a un côté un petit peu inéluctable dans tout ça, mais j'aime pas l'inéluctable. Donc j'ai envie de vous livrer quelque chose de plus positif, c'est qu'en tant que dirigeant de quelque chose, que ce soit une entreprise, un service, une unité, une collectivité, on est mis en face de la notion d'éthique. Éthique a deux racines, ethos et ethos. Ethos, c'est le comportement juste vis-à-vis des autres et de la planète, que les autres soient ses collaborateurs, ses clients, les voisins. Et ethos, c'est la tenue de l'âme, c'est la fidélité à ce qu'on est et à nos valeurs propres et à notre humanité. Chacun met la balance où il a envie de la mettre, en fait. Chacun met le curseur où il a envie de la mettre. Sauf que bien souvent, aujourd'hui, on ne pose plus jamais cette question de l'éthique du dirigeant, qu'elle n'est absolument pas enseignée dans l'enseignement supérieur non plus, ni même questionnée, et donc on se retrouve à pédaler comme des ânes ou des moutons, diraient certains, dans une direction qui ne nous amène pas vers une planète habitable. Donc moi j'ai envie de suggérer, en forme de conclusion, que pour vivre ou survivre sur cette planète, il est nécessaire de construire une économie adaptée à cette seule planète, que je vous montrais en photo tout à l'heure, une économie compatible dans cette planète, et que c'est assez urgent de le faire et que c'est finalement à nous tous d'essayer peut-être d'y contribuer. Merci beaucoup pour cet exposé à la fois clair et extrêmement engagé. Alors, étant donné que nous avons un intervenant qui est absent, on a donc une petite quinzaine de minutes pour avoir une discussion sur ces éléments. Je vais peut-être vous poser d'abord deux questions et puis qui viennent soit de Twitter, soit de ma propre réflexion sur vos interventions. Et puis on pourra peut-être se donner 5 minutes, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour prendre des questions de la salle, puisqu'on a un petit peu plus de temps que ce qui était envisagé. Donc si jamais vous avez des questions qui émergent, n'hésitez pas aussi à les préparer, sachant qu'on n'en prendra pas non plus 200. La première question, c'est peut-être une question à Robert Votard sur votre exposé initial, donc plutôt sur qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas de l'habitabilité de la Terre à l'horizon 2050. Vous avez présenté une carte notamment, qui est une carte extrêmement intéressante sur les différents aléas et sur les zones finalement qui seraient soumises à des aléas de plus en plus forts dans les années à venir. Et il y a une zone quand même qui ressortait de manière très manifeste, c'est la zone d'Asie du Sud-Est. Alors, on sait que c'est une zone qui est extrêmement peuplée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre d'ici à 2050 à des migrations ou des déplacements massifs de population? Est-ce que ça n'a pas d'ailleurs déjà en partie commencé? Comment est-ce qu'on peut traiter cette question-là?
Alors, la zone d'Asie du Sud-Est, en fait, elle cumule un certain nombre d'aléas allant des cyclones jusqu'aux sécheresses, jusqu'au simplement le réchauffement. Donc, c'est une région tropicale. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les régions tropicales, la température varie assez peu. On a pu le constater quand on se déplace. Et donc, finalement, un déplacement de température de quelques degrés modifie très profondément la zone de variation des températures, bien au-delà de sa zone actuelle. Donc, en fait, ça a des tas d'impacts sur l'agriculture. Voilà. Ce qu'il faut savoir, par exemple, aussi, c'est qu'au niveau des eaux, le delta du Mékong, hein, est une région extrêmement touchée. Les gens habitent régulièrement les pieds dans l'eau. Hein, les habitations sont dans l'eau, beaucoup. Donc, ce sont des régions extrêmement vulnérables, très peuplées. Et bien sûr, les migrations, c'est un sujet complexe parce qu'il ne fait pas intervenir que le climat, mais la réponse est évidemment oui. Il faut s'attendre à des migrations qui ont probablement déjà commencé, en tout cas au moins vers la Chine, depuis les régions du sud-est de l'Asie. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Hélène, vous vouliez réagir aussi sur cette question ? Pardon. Sur ce sujet des migrations, on est en plein dedans, nous, dans le métier. Donc je peux raconter ce qu'on en voit déjà. C'est qu'on vient de lancer un programme de compagnonnage où on propose à des personnes ayant obtenu le statut de réfugié, en provenance de l'Érythrée, du Soudan, du Mali et d'Afghanistan principalement, d'aller se former au maraîchage en agroécologie sur des fermes en France. Ils sont déjà là. Donc nous, groupe SOS, on a plusieurs milliers de places pour des demandeurs d'asile dans des foyers d'hébergement. Le sujet, c'est en sortie de ces structures, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont là. De toute façon, ils sont là. Ils sont en train d'arriver. Le passage, les points de passage à la frontière espagnole sont de plus en plus intenses. Quelles sont les solutions concrètes à court ou à moyen terme qu'on peut envisager ? Donc, loin de moi l'idée, pour éviter les raccourcis mentaux, de dire que toutes ces personnes doivent ou devraient aller en agriculture. Loin de moi l'idée que c'est une solution à l'ensemble des problèmes, mais qu'on peut quand même faire des programmes pilotes où on y voit un réel intérêt pour eux et pour les fermes accueillantes, de partage des savoir-faire agricoles. Sur de l'agriculture, on essaye de faire mieux avec moins, notamment dans des situations de sécheresse. Ce sont des personnes qui sont habituées et qui ont 10 ans souvent de pratique de l'agriculture dans leur propre pays, à cultiver sans eau ou avec presque pas d'eau. Donc, il y a un enrichissement mutuel qui n'est pas idéologique, que je ne voudrais pas présenter comme bisounours, mais qui est de dire face à l'adversité, de toute façon, ils sont là. On a des problèmes, nous aussi, en agriculture. Trouvons un moyen, des solutions, peut-être, pour essayer de faire que ça se passe bien pour les uns et les autres. Donc oui, ces migrations, elles sont à l'œuvre. Moi, je suis pour le coup en prospective sur les flux migratoires, pas qualifiée pour le dire. Je dis juste qu'on essaye de trouver des réponses concrètes, doubles, à prendre soin des hommes qui sont là et prendre soin de la terre en même temps. Très bien, merci beaucoup. Puis je crois qu'il y a de toute façon aussi des programmes qui sont établis. Alors par exemple, je sais que le Vietnam organise des déplacements organisés de population en prévention des différents changements climatiques qui peuvent intervenir et dont les impacts sont en l'occurrence très prévisibles et donc rendre inhabitables un certain nombre de zones qui sont très peuplées. Donc on a aussi un certain nombre de programmes pilotes sur des déplacements massifs de population qui peuvent exister sur ces sujets-là. J'ai une deuxième... Non, vous voulez réagir là-dessus ? Peut-être... Oui, vous parlez, ça se met. Bon, voilà. Et parmi les régions aussi, donc il y a l'Asie du Sud-Est. Alors le schéma que j'ai montré, c'est le résultat d'une étude. En fait, si on regarde un petit peu dans le détail, il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent jouer très fortement. Simplement la température, l'effet sur... on sait que certaines... au-delà d'un certain seuil, on ne peut plus travailler, on peut plus être dehors, quoi. Simplement, c'est mortel. Ces seuils-là, en fait, qui combinent souvent température et humidité, sont prévus pour être atteints, en fait, dans certaines régions du monde, pas partout. Et on a commencé à avoir quelques vagues de chaleur, je pense au Golfe Persique.
où on voit des taux d'humidité combinés à des températures extrêmement fortes, pas loin, on commence à s'approcher des seuils qui sont plutôt dans les 50, 55, où vraiment on ne peut plus sortir, quoi. C'est plus du tout possible. Ça veut dire plus de travail dehors, donc ça nécessite de repenser un peu ces choses-là. Donc il y a certaines régions du monde comme ça, pas partout, mais on essaye de quantifier ces températures extrêmes. Merci beaucoup. Donc c'est le phénomène, je crois, qu'on appelle des chaleurs humides, c'est ça, qui commence à être bien documenté. Alors peut-être une deuxième question sur un autre, alors peut-être sous forme de provocation un petit peu, notamment auprès d'Hélène Le Thénault, mais pas nécessairement uniquement. Vous avez un peu mené la charge contre le progrès technique dans votre exposé, ou en tout cas on peut considérer ou l'entendre comme ça. Est-ce que, compte tenu aussi des évolutions dont on voit qu'elles sont en grande partie irréversibles sur les quelques années en tout cas qui sont devant nous, est-ce qu'on ne peut pas aussi considérer que finalement la solution ou les solutions, parce que la quête de la grande solution n'est certainement pas là, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi considérer que les solutions sont aussi et peut-être principalement dans les progrès techniques? Est-ce que face à ces problèmes de chaleur humide dans des zones très peuplées, est-ce que ce n'est pas la géo-ingénierie qui doit venir nous sauver de ces évolutions? Est-ce qu'on peut réagir là-dessus? La question est excellente. Voilà. Et alors, à titre personnel, et après je vais faire une réponse, je ne suis pas anti-technique. C'est important de se le dire. Voilà. Mais je mets toujours la technique en dernier dans le kit de solution. Ça, c'est la première réflexion. Et je mets toujours la technique en tant que, est-ce que c'est de la tech for life? Est-ce que c'est de la tech qui va préserver ou régénérer le vivant? Est-ce que c'est de la low-tech? Enfin, en gros, est-ce qu'on évite de faire une usine à data, du big data, machin, alors qu'il pourrait y avoir des solutions tech aussi, et numériques très simples pour arriver au même résultat? Donc d'éviter la surenchère technologique partout où on peut. Je vais donner des exemples concrets, là. Dans un endroit où il fait très sec, désertifié, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait faire ce que fait un type absolument génial qui s'appelle Aviram Rosin, qui développe des forêts et de l'agriculture de régénération en zone semi-désertique au Sahel. Là où aucune ONG ne va, parce que c'est trop loin de la capitale et les expats s'ennuient. Sick, hein. Donc on peut aller trouver des solutions pour replanter des arbres qui sont des forêts nourricières, pour que les nomades du Sahel arrivent à peu près à y rester, puissent eux manger leur bétail un petit peu aussi, et recréer un couvert, et recréer un microclimat local permettant de produire, etc. Avec peu de technologie, à part des demi-bouteilles enterrées dans le sol avec des mèches pour avoir un peu d'eau pour arroser les plantes. Bon. En termes d'innovation technologique, ça reste low-tech. Bon. Alors, dans certains cas, il faut un peu plus que ça. Je n'ai pas eu le temps de présenter tout ce qui est l'univers de la Tech for Life qui nous intéresse beaucoup, qui est quel serait le sous-ensemble de la technologie dont on aurait le plus besoin face au défi que j'ai essayé de présenter comme le plus urgent, qui est de maintenir un niveau de vie suffisant sur la Terre. On peut se dire, faisons table rase du vivant, on peut se dire, la seule technologie qui vaille la peine, peut-être, c'est celle qui ne bousille pas le vivant. Alors je le dis avec mes mots. Donc là-dedans, c'est difficile de distinguer, de faire son choix. Dans le domaine de la transition agricole et alimentaire, sur les 150 startups AgTech et FoodTech que j'ai regardées en France, très franchement, il y en a 5 à 10 qui ont, une empreinte écologique raisonnable et 2, une réelle utilité pour la transition agricole. Le reste, c'est de l'enflure technologique, arrosée de capitaux qui sont ravis de le faire. Je vous donne mon point de vue, mais c'est une observation détaillée en ayant regardé leur business model et leur cas d'usage. Donc, ce n'est pas zéro technologie, c'est laquelle, pourquoi? C'est cette phrase de Renaud Francoux qui est « La transition écologique sait où elle veut aller, mais ne sait pas comment. La transition numérique, elle est à pleine vitesse, mais elle ne sait pas vers quoi. Comment on relie les deux ?» Merci. Alors, si je peux apporter une réponse plus sur la partie climat, donc ingénierie climatique. En fait, il y a plusieurs... c'est un très gros sujet qui est étudié depuis quelques années aujourd'hui. Les scientifiques ne le délaissent pas du tout, même si on a souvent entre nous des débats sur l'éthique, sur un certain nombre de choses, parce que dès qu'on manipule le système vivant, le système terrestre, surtout, on joue à l'apprenti sorcier, on ne sait pas bien où on va. Il y a d'énormes débats et il y a surtout différentes échelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2 degrés, dans tous les cas, on ne sait pas l'atteindre dans l'état des connaissances actuelles sans géo-ingénierie. Il y aura toujours 2 degrés ou même 1,5 degré
1,5 degré nécessite une neutralité carbone en 2050. Donc, puisqu'on est sur 2050, c'est-à-dire que les émissions sont compensées par des puits. Ou soit on a zéro émission, soit on a un peu d'émissions et des puits qui reprennent le CO2, mais qui le remettent dans le compartiment fossile. Voilà, donc on doit arriver à une neutralité carbone si on veut 1,5. Si on veut 2 degrés, c'est plutôt 2075, le milieu fin du siècle. Donc on a nécessairement à avoir ce type d'approche sur les technologies qui vont permettre cela. Alors, si on regarde au niveau climat global sur le carbone, modifier les températures, c'est reprendre le CO2 de l'atmosphère et du compartiment terrestre et le cacher bien au fond, comme on envisage de le faire pour des déchets nucléaires, par exemple. Donc, reprendre ce carbone, ça nécessite des technologies qui ne sont pas au point aujourd'hui. Il y a des projets, il y a eu des projets, etc. Mais on n'en est pas là. Il y a plusieurs choses. Par exemple, utiliser des bioénergies, des biocarburants et enfouir, parce que ça ne suffit pas les biocarburants, c'est zéro en termes de bilan, les biocarburants. Donc les biocarburants et les enfouir au fond du sol. Donc c'est ce qu'on appelle les technologies BECCS. C'est une des types de technologies qui est qui est imaginée comme la plus prometteuse à l'avenir, enfin prometteuse en termes d'efficacité et de coût. Ensuite, il y a tout un ensemble de choses qui sont des soins palliatifs. La géo-ingénierie du rayonnement solaire, mettre des particules dans la stratosphère, ça peut paraître complètement illusoire, mais les gens l'étudient parce que ils se disent que les scientifiques disent, voilà, on laisse une Terre dont on ne connaît pas bien l'habitabilité dans 20, 50 ou 100 ans. Donc, on ne peut pas laisser... J'ai des collègues, j'ai des discussions, on dit, mais pourquoi tu travailles là-dessus ? C'est quand même fou, ce truc. C'est celui qui détient la solution, il a un pouvoir terrible. Il peut modifier le climat sur la planète en envoyant des... Donc, il ne faut pas travailler là-dessus. Mais si, il faut travailler là-dessus. Absolument, il faut travailler là-dessus. Parce qu'on ne peut pas laisser ce sujet-là à des non-scientifiques, en gros, à des enjeux. Donc, les scientifiques doivent s'emparer de cette question-là parce qu'on sera peut-être un jour amené à l'utiliser. Voilà. Et enfin, des technologies beaucoup plus régionales, notamment avec les techniques agricoles qui modifient l'état des sols et ce qu'on appelle l'albédo des surfaces, le fait de répandre les pailles de blé, des choses comme ça, mais il y a aussi de travailler la terre de façon un petit peu différente. Je ne suis pas spécialiste. Ça modifie l'albédo et ça permet aussi d'atténuer des vagues de chaleur quand elles vont survenir, qui seront assez difficiles à surmonter. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait une question peut-être dans la salle, et puis après on termine cette session. Rapidement, si vous voulez bien. Merci. C'est une question complexe. Je voudrais simplement nous alerter sur un phénomène qui est en train de doubler et non pas de progresser de 2%. C'est l'urbanisation du monde. Nous étions 3 milliards jusqu'à il y a une dizaine d'années. Nous devons accueillir 3 milliards d'habitants supplémentaires dans le monde dans les 35 prochaines années. Avec tout ce que l'on sait de la consommation énergétique urbaine, de l'évolution des marges de manœuvre très courtes en milieu urbain. Oui, une petite réponse très, très courte. Le GIEC a pris conscience de cette question du lien entre le climat et les villes. Il y a d'innombrables liens, autant sur l'atténuation que sur l'adaptation. Voilà, il y a d'innombrables liens qui font qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une organisation au niveau international qui étudie cette question avec un gros projecteur. C'est un très, très gros sujet. Rapidement Oui, rapidement. En termes factuels, effectivement, il y a plein de travaux, et je suis bien d'accord, qui disent que les hypermétropoles ne sont par définition et par structure pas écologiques, et donc un tissu de villes de taille petite à moyenne est plus susceptible d'être en équilibre avec son environnement. Donc ça, c'est les faits. Sur la dynamique globale aujourd'hui, qui est celle que vous décrivez, on n'est pas à l'abri de surprises, comme il y en a eu dans certains cas en Grèce, qui est 30% de la population d'Athènes qui quitte Athènes en cas de situation de crise économique. Je ne dis pas que c'est souhaitable, je dis qu'il y a des mouvements de bascule inverse à certains endroits, d'une, et de deux, qu'il y a aujourd'hui un signal faible, qui n'est pas une tendance de fond,
qui est une réinstallation de beaucoup de monde non issu du monde rural en agriculture. Plus en Europe qu'au Sud, bien sûr. Et que cette tendance aujourd'hui, c'est un signal faible qui n'est pas confirmé, qui est néanmoins intéressant pour voir et explorer les conditions possibles d'un équilibrage progressif entre les villes et la campagne. En tout cas, nous, c'est un domaine de recherche qui nous intéresse. Oui, je me permets de reprendre la parole là-dessus. Les villes sont très très puissantes en termes d'atténuation du changement climatique. Elles ont un pouvoir d'action sur le climat qui est très important. C'est une concentration d'énergie, de population, qui, lorsque les décisions sont prises à l'échelle d'une ville, elles ont un très fort impact sur le cycle du carbone. Merci beaucoup à Hélène Le Thénault, merci Robert Vautard pour ces éclairages. Et on va laisser la place, je pense, à une session qui va permettre de continuer la discussion, puisqu'il va s'agir maintenant de savoir comment finalement on construit une citoyenneté et des engagements qui permettent aussi de répondre à ces enjeux.